Pour la dernière session, j'appelle Sylvie Zaug et Bernard Anselem. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Un grand merci vraiment pour votre présence. C'est un honneur que vous soyez parmi nous. C'est un vrai plaisir pour moi aussi. J'ai appris plein de choses ce soir. Et c'est pas fini. Alors Bernard, vous êtes auteur, vous êtes conférencier, vous êtes médecin, vous avez un master en neuropsychologie et votre spécialité, ce sont les émotions. Alors vous dites de vous que vous êtes un passeur et que ce qui vous anime, c'est de nous transmettre en fait des notions qui vont nous permettre de mieux nous connaître et qui vont aussi permettre d'apporter un regard différent sur nous-mêmes, de nous développer, également de nous développer dans plusieurs aspects professionnels, personnels. Alors, tout à l'heure, je vous ai vu, hein, vous êtes allé dans les ateliers, vous avez écouté de manière très attentive les récits et les témoignages de tous nos intervenants. Alors maintenant, c'est à vous de nous apporter un éclairage sur qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui nous anime. Donc, un grand merci pour tout ce que vous allez dire. Merci beaucoup. Alors, en voyant tout ce foisonnement de compétences pendant les ateliers, ce bouillonnement de témoignages là maintenant, ce bouillonnement aussi d'énergie avec les danseuses, là maintenant j'avais envie de partager avec vous une partie optimiste, hein, pour terminer, une partie optimiste sur notre fonctionnement du cerveau. Et j'ai choisi de faire un focus sur les motivations durables, c'est-à-dire les motivations qui résistent à l'épuisement et à la fatigue et au découragement. Alors, les émotions, ça s'use, hein, ça tout le monde le sait, ça s'use avec le temps, ça s'use avec les difficultés, avec les épreuves, le plus souvent, pas toujours, pas pour tout le monde. Certains résistent mieux que d'autres. Les sciences cognitives peuvent justement nous aider à comprendre pourquoi. En travaillant notre connaissance des réseaux cérébraux, on peut mieux comprendre comment mobiliser son énergie, comment mieux résister à ce découragement, à cette fatigue, à cette démotivation, et comment mobiliser une énergie que nous possédons tous, mais qui est si difficile à trouver. Alors c'est justement dans les moments difficiles que nous avons le plus besoin de ces forces. Et c'est justement à ce moment-là qu'elles nous font défaut. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Et il y a des gens qui peuvent nous apprendre des choses dans ce domaine. Alors si je vous montre cette montagne, c'est pas pour faire joli, bon, c'est vrai que c'est une belle montagne, c'est pas non plus pour illustrer la métaphore de gravir la montagne, c'est un 4000, hein, 4400 mètres, c'est un des sommets les plus difficiles des Alpes. Imaginez le froid, la neige, le vertige, le vent, et par-dessus tout, l'épuisement, puisque ça fait plus de 1000 mètres presque verticaux. C'est une paroi extrêmement dure à gravir. Peu d'alpinistes se lancent. Eh bien, on va rajouter une difficulté. Imaginez que vous soyez amputé des 2 bras et des 2 jambes. Alors là, vous dites quand même... quelqu'un l'a fait. C'est pas moi. C'est Jamie Andrew. Jamie Andrew donc, a réussi cet exploit incroyable. Il a affronté une montagne de difficultés, on peut le dire comme ça, et il a su trouver en lui une montagne d'énergie pour arriver à ce but qu'il s'était fixé. Ce qu'il a fait est proprement incroyable. Et j'aurais pu vous parler aussi de Philippe Croizon, que je connais un peu, et qui, avec le même type d'handicap, traverse les océans à la nage. Et que nous apprennent ces gens-là? Eh bien, ils nous apprennent une chose, c'est que ce ne sont pas les difficultés qui nous font abandonner. Des difficultés, eux, ils en ont eu plus que la plupart d'entre nous. Ils ont réussi à aller au bout, ils ont su trouver en eux cette énergie. Donc, c'est pas parce qu'on a des difficultés qu'on abandonne, c'est parce qu'on n'a plus envie d'aller plus loin.
Alors vous allez me dire, bon, ben ces gens-là, c'est un peu des super-héros, c'est difficile de s'identifier, ils sont trop forts. Alors prenons des gens un peu plus ordinaires. Vous connaissez peut-être autour de vous des personnes durement touchées par l'âge ou par la maladie et qui, malgré leurs difficultés, sont capables de diffuser autour d'eux une joie de vivre, une bonne humeur tellement intense qu'ils peuvent remonter le moral à des gens qui sont plus jeunes et en meilleure santé qu'eux-mêmes. Alors, devant une telle force de caractère, là aussi, on se dit, mais comment font-ils? Et en général, ils nous donnent une réponse toute simple. Tant que je suis vivant, il y a plus de positifs que de négatifs. Donc, ils ont su aussi, eux aussi, trouver dans la difficulté une motivation extraordinaire. Et donc, leur message, non seulement les difficultés ne sont pas un obstacle, mais nos faiblesses ne sont pas un obstacle. On peut avoir des faiblesses de santé, des faiblesses dues à l'âge, mais on peut quand même arriver à trouver quelque chose de positif, plus fort que ce qui nous retient, ce qui nous tire vers le bas. Donc ça aussi, c'est une sacrée leçon. Comment font-ils? Quel est leur secret? C'est là que les neurosciences peuvent nous aider, à nous donner un coup de pouce. À la base de notre survie, à la base de toutes nos actions, il y a des réseaux qui vont évaluer dans le cerveau, qui vont évaluer la situation. Et il y a un réseau, notamment, qui va mesurer ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre organisme, et donc qui va évaluer cette amélioration. On appelle ça le réseau de la récompense, mais on peut l'appeler le réseau du désir, du plaisir, de la motivation. Et puis, il y a un autre réseau qui va évaluer ce qui n'est pas bon pour nous, hein, ce qui est nocif. Et donc, ça va être le réseau de la peur, de l'évitement, le réseau de l'aversion. Il y a aussi d'autres réseaux qui vont nous évaluer l'effort à faire aussi pour acquérir cette récompense que l'on recherche. Donc, toute notre vie passe par ces réseaux émotionnels. Et donc, tout l'art va être de stimuler le réseau de la motivation et de ne pas se laisser déborder par le réseau de la peur et de l'évitement. Et donc, ces gens-là, tous ces gens qui arrivent, qui réussissent des choses extraordinaires, ils arrivent à stimuler ce réseau plutôt que celui-là. Et on va voir comment. Alors, ce réseau de la récompense, il a plusieurs caractéristiques. Il y a un petit noyau au centre là, qui s'appelle le noyau Koumens, qui va évaluer la différence entre la situation espérée et la situation actuelle. Il va faire un calcul statistique. Et cette différence, en français, ça s'appelle tout simplement le désir. Hein, la différence entre une situation espérée et la situation actuelle, c'est le désir. Donc il va évaluer ce désir et il va nous mettre en mouvement. Il est relié directement à cette flèche jaune, c'est-à-dire à notre circuit de la motricité, c'est-à-dire qu'il nous met en mouvement. Donc quand on dit que la motivation, c'est ce qui nous fait bouger, c'est pas juste une vue de l'esprit. D'ailleurs, la racine latine de motivation et de mouvement, c'est la même. C'est aussi la même que émotion. Hein. On a cette notion de mouvement. Donc c'est ce réseau qui nous fait bouger. Mais il a aussi une autre caractéristique qui est moins sympathique. Il en veut toujours plus. Il a été câblé. Il en veut toujours plus. Il a été câblé pour nous faire rechercher des ressources dans la nature, hein, de la nourriture, des occasions de se reproduire, éviter les dangers, en fait, toutes ces situations qu'on trouve dans la nature. Et il a été câblé donc pour être efficace. Et il en veut toujours plus. Toujours plus de chocolat, toujours plus d'alcool, toujours plus d'argent. Toujours plus de likes sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on passe notre temps à scroller sur les réseaux. Parce qu'on veut activer, on veut lui donner quelque chose à ce réseau. Donc, il en veut toujours plus. Et il a encore une autre caractéristique intéressante, c'est qu'il se fatigue. Tout à l'heure, je vous ai dit, les motivations, elles s'usent avec l'âge, avec le temps plutôt. Mais également avec l'âge. Et pourquoi elle s'use? Il faut descendre au niveau du neurone. Un neurone qui est stimulé toujours de la même façon va s'arrêter de transmettre l'information.
Alors ça, c'est un peu bizarre, hein. C'est-à-dire que dans le cerveau, l'information, elle circule par des signaux électrochimiques. Et quand on stimule un neurone, ben, il le transmet à un autre neurone. Et là, il va s'arrêter de transmettre alors qu'on le stimule. C'est bizarre. Mais en fait, c'est tout à fait normal. C'est que il a mieux à faire, tout simplement. Il a mieux à faire parce que on ne peut pas transmettre toutes les informations, les milliards d'informations. Il faut sélectionner les informations les plus importantes. Et dans la nature, dans le cerveau animal, on vient du monde animal, dans la nature, les informations les plus importantes sont les informations qui bougent, les informations nouvelles. Un prédateur qui arrive, ou une proie attrapée, ou une occasion de se reproduire. Donc c'est le mouvement qui compte. Et donc tout ce qui est stable va être mis de côté, va passer au deuxième plan. Donc par exemple, vous pouvez avoir une belle maison, vous pouvez manger du chocolat tous les jours, vous pouvez boire des spritz sur la plage tous les jours. Mais si vous faites ça tous les jours, au bout d'un certain temps, vous allez en avoir marre. Parce que c'est stable et il faut quelque chose de nouveau. Donc on a besoin de la nouveauté. Et donc voilà pourquoi la motivation va se... Alors, si cette motivation va s'user, eh bien, il va falloir la renouveler tous les jours. Tous les jours, il faut lui donner quelque chose de nouveau à ce tyran qui en veut toujours plus. Eh bien, il va falloir trouver quelque chose. Eh bien, ce quelque chose, on va le trouver grâce aux motivations immatérielles. Parce que les motivations matérielles, ben, on ne peut pas accumuler de l'argent jusqu'à l'infini, on ne peut pas manger du chocolat jusqu'à l'infini, on ne peut pas boire des spritz jusqu'à l'infini. Il y en a qui ont essayé, bon, il y a quand même quelques problèmes. Donc il va falloir trouver une motivation qui alimente ce réseau tous les jours. Eh bien, il y a des motivations immatérielles qu'on va pouvoir utiliser. Et donc on appelle ça la monnaie neuronale commune, puisque ce réseau va répondre aussi bien à du chocolat qu'à un sourire ou l'impression d'avoir bien fait son travail. Donc là, on tombe dans des motivations immatérielles qu'on va appeler les motivations intrinsèques. Intrinsèques simplement parce qu'elles ne dépendent que de nous, elles ne dépendent pas des autres. Et donc, il y a des tas de gens qui sont penchés sur ces motivations intrinsèques. Et donc, l'un des modèles les plus retenus en psychologie sociale, c'est le modèle de Deci et Ryan, le modèle de l'autodétermination. Et ce modèle classe ces motivations intrinsèques en 3 catégories. L'affect, l'autonomie et la compétence. L'affect, c'est appartenir à un couple, à une famille, à une équipe sportive, à une équipe professionnelle, à un village, une nation, ce que vous voulez. L'autonomie, c'est créer quelque chose, hein, c'est créer une œuvre artistique, c'est créer sa boîte, créer son entreprise. Ça peut être quelque chose de matériel, faire une recette de cuisine, réparer une chaise. Enfin, c'est du moment que vous créez quelque chose. Et puis le troisième groupe de motivation intrinsèque, c'est les compétences, gagner en compétences, grimper en compétences, c'est-à-dire apprendre des nouvelles choses, résoudre des problèmes, explorer le monde, comprendre le monde. Si vous êtes là, c'est un petit peu pour ça aussi, hein. Et donc, ces trois groupes de compétences, c'est ce qui va nous motiver en profondeur, au-delà de l'envie d'avoir une belle maison et de boire des spritz sur la plage. Alors, je les ai résumés en 3 verbes: aimer, faire et comprendre. Aimer, faire comprendre des idées nouvelles, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais aimer, faire et comprendre, c'est ce qui va vous motiver en dehors de vos motivations extrinsèques. Et aimer, faire comprendre, vous allez mettre vos propres mots sur ces 3 verbes. Pourquoi vos propres mots? D'abord parce que vous êtes unique et que chacun va mettre des motivations spécifiques en fonction de son vécu, de sa personnalité, de sa génétique, enfin de tout un ensemble de raisons. Donc vous êtes unique, donc vous allez mettre vos propres mots et vous allez les mémoriser. Pourquoi les mémoriser? Parce que ce n'est pas quand la route est droite et que le soleil brille que vous en aurez besoin. Quand tout va bien, pourquoi changer, hein? On avance et puis c'est tout. C'est quand tout va mal, quand on arrive dans une zone de turbulence, c'est là qu'on en aura besoin. Mais à ce moment-là, notre état émotionnel ou nos contraintes seront telles qu'on ne va pas s'en rappeler. Donc il faut les mémoriser à l'avance pour pouvoir s'en rappeler dans les moments difficiles. Et c'est là que ces 3 groupes de motivation vont être utiles. Et
vous allez avoir 3 groupes d'avantages. Le premier avantage, c'est que ce sont des motivations intrinsèques. Donc, elles ne dépendent que de vous. Il peut vous arriver les pires difficultés, les pires malheurs, comme par exemple Jamie Andriou ou Philippe Croison. Et ces motivations-là, vous les avez, elles sont en vous. Le deuxième avantage, c'est qu'elles répondent à ce besoin de nouveauté, de l'habituation neuronale, de ce réseau qui en veut toujours plus. Eh bien, tous les jours, on peut aimer des choses nouvelles, on peut développer des relations riches avec notre entourage. Tous les jours, on peut apprendre des choses nouvelles. Tous les jours, on peut réaliser quelque chose, que ce soit une réalisation matérielle ou une réalisation abstraite. Donc, tous les jours, on peut alimenter ce réseau et donc éviter cette usure et cet ennui, cette démotivation. Et puis, le troisième avantage, c'est qu'elles sont spécifiques, elles sont adaptées à vous puisque c'est vous qui les avez choisies en fonction de votre vécu. Donc, vous êtes unique et vous seul savez qu'est-ce qui peut vous aider en période difficile. Donc, prenez le temps, c'est pas évident, c'est pas si facile. Hein, sur le fronton du temple de Delphes, on est marqué « Connais-toi toi-même », il n'y a rien de plus difficile. Et donc, prenez le temps, prenez quelques minutes pour essayer de déterminer ces motivations et gardez-les dans un coin de votre mémoire pour les temps difficiles. Alors, il me reste 2 minutes pour parler de l'état d'esprit. C'est un peu mission impossible. On va quand même évoquer quelques éléments. Donc là, on a parlé du pourquoi. Maintenant, je vais vous parler du comment. Le comment, c'est l'état d'esprit. Tout à l'heure, j'ai vu que dans un des ateliers, on parlait beaucoup de l'état d'esprit. Eh bien, l'état d'esprit, ça va être nourri par une propriété de notre cerveau qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité qu'a notre cerveau à s'adapter à des situations nouvelles en créant de nouvelles connexions. Donc, à ce sujet, il y a une expression que j'aime bien, c'est un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Alors l'arbre qui tombe, vous voyez très bien de quoi il s'agit, l'ensemble de vos doutes, de vos problèmes, de vos échecs. La forêt qui pousse, c'est la forêt de vos connexions neuronales qui vont se connecter et qui vont créer de nouvelles aptitudes, de nouvelles capacités, notamment de capacités humaines. Et donc, on n'a pas de pouvoir sur l'arbre qui tombe. Par contre, on a du pouvoir sur la forêt qui pousse. On peut la faire pousser dans la direction que l'on a choisie. Et c'est ça l'intérêt de la neuroplasticité. Et donc la neuroplasticité, c'est quoi? C'est à chaque connexion entre 2 neurones, la communication va s'améliorer. Donc l'information dans notre cerveau, elle circule par des signaux électrochimiques. Et donc, à chaque fois que vous utilisez vos neurones, ils vont communiquer mieux entre eux. Donc, c'est comme ça qu'une pensée, à force d'être répétée, va devenir un souvenir. Donc, un petit chemin va devenir une autoroute. C'est comme ça qu'une émotion agréable va devenir un soleil ou une émotion désagréable va devenir une tempête. Donc, c'est à force de répétition. Et donc, si on choisit de répéter quelque chose dans la direction que l'on a choisie, on va pouvoir développer une aptitude. Donc, nous avons beaucoup plus de pouvoir sur notre cerveau que nous le pensons. Et cette notion, elle est connue. Il y a des tas de gens qui n'ont pas attendu les neurosciences pour le savoir, les philosophes grecs, mais également des observateurs comme Henry Ford qui nous dit selon que vous pensez être capable ou pas, eh bien vous aurez probablement raison. Hein. Et puis il y a aussi des chercheurs. Donc les gens qui ont fait l'atelier tout à l'heure ont entendu parler de cette chercheuse qui est à l'origine de la notion de growth mindset, hein, l'état d'esprit de progression. Eh bien, il y a aussi Albert Bandura aussi qui a développé ça avant. Eh bien, ces chercheurs ont confirmé cette notion de neuroplasticité, c'est-à-dire que les gens qui pensent que tout est fixé à l'avance vont avoir de moins bons résultats scolaires et vont être plus anxieux que les gens qui pensent qu'on peut toujours s'améliorer avec des efforts. Et donc ça, c'est extrêmement puissant parce que ça change complètement notre façon de voir le monde. Chaque fois qu'on a une difficulté, si on a un état d'esprit fixé, ça nous ramène à notre échec. Si on nous fait un feedback négatif, c'est une agression. Si on a un échec, c'est un désastre.
Alors que si on a un état d'esprit de progression qui correspond aux neurosciences, eh bien là, une difficulté, c'est un défi. Un feedback négatif, c'est un service qu'on vous rend. Et puis un échec, c'est toujours dur. Hein, mais on sait qu'on va pouvoir aller plus loin, qu'on va pouvoir l'utiliser, comme le montraient tout à l'heure les personnes qui ont témoigné. Donc ça change vraiment complètement notre vie. Et puis cette notion a été aussi utilisée dans le management, puisque Satya Nadella, le CEO de Microsoft, qui a repris l'entreprise dans les années 2010 où elle était en mauvaise posture, l'a amené avec le résultat que l'on sait actuellement, c'est une entreprise des plus florissantes. Il a utilisé les travaux de Carol Dweck. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de l'état d'esprit. Donc rappelez-vous ces 3 verbes: aimer, faire et comprendre. Mettez vos propres mots, mobilisez, mémorisez-les, mobilisez-les ensuite en période difficile, et n'oubliez pas que vous avez beaucoup plus de pouvoir sur votre cerveau. Vous pouvez apprendre tout ce que vous avez choisi d'apprendre, et avec cette motivation, vous pouvez aller plus loin. Je vous remercie.